Avant que l'on reprenne, je voulais juste vous dire un mot, parce que j'ai été un peu rapide ce matin, mais c'est sur la sortie de résidence. Enfin, quand je vous ai dit qu'on organisait aussi ici des résidences d'artistes avec le lieu multiple, il se trouve que le collectif qui est là cette semaine, qui s'appelle donc le collectif Charcham, était en résidence sur un sujet qui s'appelle Popcorn Protocol. Donc c'est en écho vraiment avec ce que vous venez de voir sur les chimères, puisqu'ils interrogent, donc je vous le dis, dans une ambiance végétal punk, les questions justement d'un monde qui serait englouti par le maïs. C'est leur sortie de résidence, donc là c'est leur première résidence, et normalement le spectacle il va aboutir pour le mois d'octobre. Donc là ils jettent ce soir à 18h30 un peu les images, leurs premières expérimentations. Donc si vous souhaitez, vous pouvez évidemment venir. C'est juste dans l'espace qui est à côté de là où nous étions, le planétarium. Et c'est en résonance bien avec le texte d'Emmanuel Pirer, enfin en tout cas de ce que nous venons de voir en performance. Voilà, et je laisse la parole à la suite. Donc on va commencer en écoutant Magali Nardgaël, qui est professeure à l'université Bordeaux-Montaigne et qui donc travaille sur des questions d'intermédialité, en particulier dans le domaine de l'art contemporain, enfin des rapports entre littérature et art contemporain, et donc qui est l'autrice de Poet Against the Machine. Donc l'idée, comme je l'ai dit ce matin, mais je répète parce que pas les mêmes personnes, c'est qu'elle à la fois elle nous présente un petit peu ses travaux et en lien notamment ou en mettant le focus sur ce qu'elle a pu travailler déjà sur Emmanuel Pirer. On fera le lien. Ensuite, on aura un dialogue entre Jean-Charles Macera et Emmanuel Pirer, et puis Martin Rass qui interviendra. Merci beaucoup, Stéphane. C'est pas facile de passer après Emmanuel Pirer. C'est impressionnant, ce travail. Mais je vais mettre... Du coup, il y aura quelques petites mises en perspective pas inintéressantes, je pense, par rapport à l'arrière-plan. Pourquoi Avast? Excusez-moi. Non, mais moi, il y a un truc qui me gêne. C'est que Avast va pas rester. Avast. Non, c'est rien. C'est un petit... Voilà. C'est mieux comme ça. Je vais juste un petit peu tenter d'historiciser ce travail, en fait, qu'Emmanuel Pirer a présenté sous la forme d'une performance, mais qui est aussi un livre et qui est aussi une interaction avec des médias. C'est un montage, c'est une composition, c'est une performance, c'est une forme de documentation. Et donc, dans ce livre que j'ai écrit, alors c'est drôle parce que, petite dédicace, moi aussi je suis partie d'un schéma, mais beaucoup plus simple, ce qui doit témoigner peut-être d'une vision non pas moléculaire, mais primaire du schéma intellectuel, je ne sais pas. En tout cas, mon schéma, il était beaucoup plus simple, il était circulaire, mais c'était aussi un processus de pensée que j'ai fait d'ailleurs en 2014, non pas pour clarifier ma pensée, mais pour obtenir un financement. Comme quoi, on a tous des problèmes différents dans la vie. Et donc, ce schéma où j'avais essayé aussi de clarifier ma pensée s'est matérialisé d'une certaine manière aussi par ce livre, Poet Against the Machine, qui au début devait traiter des interactions entre littérature, art contemporain, littérature, performance, et finalement les choses ne se liaient pas si bien que ça, et j'ai essayé, à partir d'une question à la fois politique et technologique, d'associer les deux, en me demandant si en fait les médiums que l'on utilisait n'avaient pas une valeur aussi esthétique, mais un sens politique, c'est-à-dire pourquoi sortir du livre, qu'est-ce que ça signifie quand on sort du livre, quand on utilise un autre médium. Et je considérais notamment, dans le livre, je décompose le médium livre. Donc, bien sûr, le livre fait partie aussi de ce que j'appelle la néolittérature, c'est-à-dire des espaces littéraires qui transitent en fait par des médiums différents. Et on peut par moment faire une halte dans le livre, mais ce n'est pas une halte définitive, c'est une halte temporaire, ou bien c'est un état d'un projet qui peut être plus lent, plus grand, ou avoir d'autres manifestations. Donc, je m'étais
positionné donc par rapport au livre en essayant de voir comment d'autres médiums se prenaient sens par rapport au livre. Donc le livre versus la feuille, tout simplement, qu'on peut mettre au mur, la revue, et évidemment aussi des technologies d'écriture. Donc j'étais repartie à partir de cette idée que toute écriture était une technologie, enfin toute forme d'écriture, même avec un stylo. En fait, c'est pas une technologie très élaborée, mais c'est quand même une technologie. Et Jack Goody parle de l'écriture comme technologie intellectuelle. Donc c'est en repartant vraiment aux origines finalement de l'écriture que je me suis demandé comment déployer ces diverses technologies de la création littéraire. Alors d'abord, évidemment, à partir de l'écriture, du papier, mais aussi en considérant le corps comme une technologie, puisque ce médium va avoir aussi sa part, puisqu'on a vu la scientifique, chercheuse, écrivaine Emmanuelle Piraire présenter sa conférence logique avec un certain ethos qui participait évidemment de la réception, et d'autres performeurs utilisent d'autres artefacts, d'autres mises en discours ou d'autres dispositifs pour mettre en œuvre leur texte. Donc j'étais partie de façon assez simple des technologies d'enregistrement dans les années 50 et la poésie sonore. C'est notamment Gaëlle Théval qui est spécialiste de ce qu'elle a appelé les poésies ready-made et qui utilise le principe de documents ou c'est-à-dire d'éléments déjà existants comme le ready-made. Donc on prend une œuvre préexistante pour en faire une pièce en la changeant une œuvre d'art en la changeant de contexte. Eh bien, grâce aux techniques d'enregistrement et notamment le magnétophone qui se démocratise dans les années 50, et là vous avez des magnifiques publicités que j'ai trouvées entre 1956 et 58, où on voit en fait que les magnétophones et notamment ces technologies étaient plutôt la cible, en fait, c'était ça qui m'intéressait, était l'homme du tertiaire, c'est-à-dire l'homme du bureau, qui travaille en bureau. Et donc l'homme en costume cravate, qui, dans la publicité Philips, là-haut dit « Je me sers 10 fois par jour de mon magnétophone Philips. Pour mes distractions, pour mon travail, je me sers 10 fois par jour de mon magnétophone Philips. » Donc c'était un outil à la fois de travail et de loisir qui technologisait une pratique du secrétariat, en fait, puisque ça permettait aussi de se passer des services d'une secrétaire. Mais c'est aussi un loisir, et on voit à cette époque où on voit se développer beaucoup des appareils électroménagers que la destination n'est pas la même. Hein. L'enregistrement, il est pour les hommes, les femmes ayant plutôt des gadgets d'électroménager comme un aspirateur, une machine à laver, c'est toujours très utile. Mais ça se destinait, on voyait bien que ce n'était pas la même destination. Il se trouve que Bernard Haitink, qui est un grand poète sonore, était aussi banquier par ailleurs. Donc il y a une forme d'adéquation entre le profil type de l'utilisateur du magnétophone à l'époque et de ce poète moderne qui va utiliser des techniques d'enregistrement. Et il me semblait qu'en fait, la question même du magnétophone et du coût du magnétophone, parce que si Emmanuelle Piraire demandait combien gagne un écrivain, eh bien qu'est-ce qu'il gagne et quelles sont les transactions aussi qui sont permises. En 1974, Bernard Haitink utilise pour sa grande pièce connue Vaduz un magnétophone Revox, qui est un magnétophone déjà plus élaboré, avec 2 pistes qui permettent de faire des montages et des samples notamment, donc de découper et de remonter des sons, qui coûtent à peu près le prix d'une voiture. Donc on voit que c'est aussi une avant-garde d'élite à ce moment-là, et que c'est pas à la portée de tout le monde. Je vous fais quand même écouter l'extrait de Vaduz. Autour de Vaduz, des Gallois. Il y a autour de Vaduz des Flamands, il y a des Néerlandais, tout autour de Vaduz des Anglais, il y a des Frisons, il y a autour de Vaduz des Prussiens, il y a autour de Vaduz des Danois. Alors cet extrait montre la technique en fait qui est utilisée pour faire des cercles concentriques autour de Vaduz, qui est la capitale du Liechtenstein et qui est aussi un des plus grands paradis fiscaux en Europe.
où il avait été invité à l'inauguration d'un centre d'art contemporain et donc fait cette performance. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le cadre des avant-gardes françaises européennes, parallèlement aux États-Unis. Et c'est ça aussi qui m'avait intéressée, de passer par la machine et les corps pour interroger des pratiques créatives poétiques. Eh bien, si d'un côté, on a les technologies autour du Revox et des magnétophones, aux États-Unis, c'est le EMU SP1200, c'est-à-dire la beatbox qui va révolutionner au début des années 80 la possibilité de faire de la musique sans avoir la nécessité de maîtriser un instrument, puisqu'à partir de samples, on va aussi pouvoir faire des rythmes et performer des poèmes, puisque le rap, c'est des poèmes. Et à partir de cette période, dans les années 80, va s'ajouter un nouvel élément aussi qui va être la vidéo, et notamment le vidéoclip, qu'on considère assez peu comme un outil de la technologie d'écriture littéraire. Mais en fait, ça amplifie aussi l'écriture et les formats clips vidéo qu'on a vus à plusieurs reprises, qui viennent ponctuer la performance et qui aujourd'hui font vraiment partie des habitudes un petit peu de montage et de présentation d'œuvres, que ce soit des œuvres plastiques ou bien des œuvres évidemment musicales. Il n'est pas évidemment, enfin, il me paraît logique que la chanson arrive aussi dans ce contexte-là. Même si évidemment on va associer ça à la culture de masse et pas à la littérature, aux médias de masse, à l'essor de la télévision et pas forcément à une forme d'avant-garde littéraire. Pourtant, c'est quand même dans le hip-hop que vont se développer des pratiques performées, poétiques, visuelles, les plus d'avant-garde dans les années 80, autour des utilisations technologiques, des performances vocales, et aussi d'une performance visuelle qui va arriver par des clips. Juste pour vous, pour illustrer ça, en 1984 paraît l'émission MTV, enfin arrive sur le câble la chaîne MTV, et le premier morceau de rap qui est joué sur cette chaîne, en fait, c'est Blondie. Là, vous voyez Basquiat, Jean-Michel Basquiat, qui est dans le clip, au platine. Et c'est elle qui rappe. Donc, c'est une femme blanche qui va performer le premier rap dans un clip diffusé sur MTV. Dans un New York de studio reconstitué, alors que 2 ans auparavant, Grandmaster Flash a fait la vidéo de The Message qui se passe à Brooklyn et qui est le message du hip-hop. Évidemment, elle cite Grandmaster Flash aussi, elle dit « Flash is fast, Flash is cool ». Donc, il y a des clins d'œil à cette culture hip-hop dans la culture musicale. Alors, on pourrait croire que ces mondes sont décorrélés, mais en fait, ces gens travaillent tous ensemble et Grandmaster Flash... qui aurait dû, en fait, qui a été remplacé au pied levé par Jean-Michel Basquiat dans le clip, aurait dû y participer. Et en fait, on a des échanges entre le Lower Manhattan et Brooklyn, avec à la même époque un autre clip très connu dans la performance poético-visuelle, technologique, je ne sais pas comment il faut dire, de Laurie Anderson avec Oh Superman, qui utilise, lui, ce morceau, la technique du vocodeur. Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Alors là, on entend Laurie Anderson reproduire le texte d'un message téléphonique. Et ce sont des petites conversations téléphoniques qui vont composer ce morceau qui s'appelle « Oh Superman », donc une ode aux super-héros.
Donc juste ce petit arrière-plan pour montrer des interactions en fait de création poétique, d'avant-garde, expérimentale, pas forcément dans des endroits attendus, en tout cas avec des connexions qui ne sont pas forcément toujours faites, mais qui montrent qu'à la même époque, avec des médias, on avait des expérimentations similaires qui pouvaient parfois se raccrocher soit au minimalisme, soit à la culture du hip-hop, de la block party, ou bien sur la scène française à la contre-culture littéraire post-lettriste et de la poésie sonore. Plus tard, bien sûr, on a vu l'essor du numérique et le principe de documentation de l'expérience virtuelle avec moi, Corpus SimSci, qui a été en 2003, je ne sais pas, une espèce de livre étrange qui, en tant que jeune littéraire, m'a beaucoup chamboulé l'esprit parce que tout d'un coup, je voyais une expérience vidéoludique sous la forme d'un livre chez un éditeur, Léo Cher, que je trouvais plutôt un éditeur de littérature pointue et qui se lisait upside down, enfin tête bêche. Il y avait une partie qui documentait la vie de Chloé Delhomme en train de jouer à Corpus SimSci et une autre partie qui montrait le monde virtuel dans lequel elle se créait son avatar, le sim. Évidemment, comme tout le monde ou pas tout le monde, justement, moi aussi je joue aux jeux vidéo et donc ça renvoyait à tout simplement une expérience de fiction que j'avais mais qui n'était pas forcément reliée aux pratiques de la littérature. Et il m'a semblé qu'à ce moment-là, avec le numérique, il n'y avait pas seulement un nouveau support qui apparaissait, mais aussi des nouvelles modalités de pensée. Et j'ai théorisé, j'ai pas théorisé vraiment, enfin j'ai repris des théories et je me suis dit, bon ben voilà, on parle souvent de tournant linguistique dans les années 70, on parle de narrative turn, alors on m'a un petit peu chambré gentiment en disant qu'à force de faire des tours, on revenait toujours au début. J'accepte parfaitement la plaisanterie, puisqu'effectivement, ce que j'ai appelé néolittérature est aussi en quelque sorte une forme de boutade, puisqu'il n'y a jamais rien de nouveau. On ne fait que reprendre des choses préexistantes, mais elles peuvent tout à fait avoir un nouveau sens au moment où on les énonce, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus le même statut. Donc il me semblait important de dire néolittérature parce que ça reprenait en fait des éléments de la culture littéraire qu'on avait mis de côté pendant très longtemps à cause de l'hégémonie du livre, l'oralité, la performance, les petits bouts de papier, les écrits sur les murs, enfin toutes sortes de choses en fait qui maintenant abondent dans l'idée de littérature mais qui avaient été mises de côté sur la conception de la littérature académique. Donc on a eu dans les années 90 le passage du semiotic turn au pictorial turn de Mitchell avec Picture Theory, jamais traduit, mais qui nous a quand même servi d'arrière-plan pour intégrer l'image déjà au texte. Le performative turn aussi avec l'anthropologie de la performance dans les années 2000, le transmedia turn avec la convergence de la culture de Jenkins. Et puis, récemment, je me suis dit qu'il fallait peut-être revoir encore tous ces tours qui étaient peut-être... on a beaucoup utilisé le terme de silo, c'est amusant, l'agriculture. Enfin, pour moi, un silo, c'est là où on met du blé. Mais... Donc, cette culture, cette vision un peu en silo, je me suis dit, mais il y avait peut-être une autre histoire parallèle qu'on n'avait pas vue, qui est celle, à mon avis, du cyborg. Non pas le cyborg de Terminator, qui est un homme très très musclé qui vient du futur et qui est en fait un robot pour tuer Sarah Connor, mais au contraire peut-être un humain qui serait post-genre, post-digital, qui intégrerait une partie technologique de sa vie, qui serait un poète against the machine, mais qui travaille avec les machines, qui est dans la machine aussi. Et ça permettait aussi de retracer une autre ligne qui était celle de la pensée féministe de Donna Haraway, de Rosa Braidotti, Nathalie Catherine Hayes et plus récemment Yann Larue, des années 80 aux années 2000, avec l'idée qu'il y avait peut-être une histoire parallèle de la technologie, de la création, du genre, de la pensée aussi de l'humain, qui se situait dans un autre espace.
Et notamment, dans ce sous-titre que je trouvais très évocateur et frappant, le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe, puisque tout cela nous renvoie à des imaginaires de science-fiction et à des pratiques science-fictionnelles. Alors, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est la différence entre un post et un transhumaniste dans le domaine biomédical, dans l'intelligence artificielle, mais aussi l'imaginaire de la conquête spatiale. Il y a des tendances, des courants, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, la cyberculture, une culture aussi beaucoup ancrée dans la réussite technologique de la Silicon Valley, qui est une culture capitaliste et une culture aussi très dominée par des représentations masculines de la technologie. Et il me semblait qu'il y avait des alternatives qui se construisaient justement sous la forme d'essais et d'essais médiatiques. Alors ça, essais médiatiques, c'est un colloque que Chloé Conan, Waked et Irène Langlais ont monté il n'y a pas très longtemps, et justement en écho à ce que Stéphane Bicalo disait ce matin, l'essai médiatique, et notamment cette forme de la conférence-performance, est devenu un espace de réappropriation de documents pour en faire des science-fiction technologiques, mais aussi en remédiatisant vraiment des matériaux d'images, de textes, des sons, des vidéos, et un discours qui tout d'un coup vont effectivement converger, mais pour porter une autre histoire. Alors, un tout petit extrait de Afro Galactica qui date de 2011, qui est un cycle de conférences performances réalisé par Kapwani Kiwanga, qui est canadienne d'origine tanzanienne, et qui raconte donc en 3 volets. Elle est anthropologue venue du futur, donc elle est l'anthropologue cyborgienne, mais elle n'est pas un homme blanc qui était champion de bodybuilding. C'est une femme noire qui vient raconter la vie de demain. Alors, c'est une documentation, c'est un extrait de la documentation. Ah, oui, alors. Là, il veut pas. Bon, pourtant, il aimait bien. Si je vais... Non. Je sais pas pourquoi elle ne se lance pas ici, alors que les autres marchaient bien. Ah. Allô ? J'ai juste appuyé au pif parce que... Bon, c'est mon petit document. Enfin bref, c'est pas grave. Vous pouvez peut-être en voir des extraits sur... Ah voilà. By the year 2100, the United States of Africa had developed regional space research institutes and had coordinated a number of common missions across the continent. Un petit peu plus fort. Here we have West Donc en fait, elle prend des images d'architecture en Afrique qu'elle renomme. En fait, elle détourne évidemment les documents. Voilà, toutes ces images qu'on a déjà vues sont des programmes civils de télédétection. Et donc, l'idée est de lancer une mission spatiale avec des astronautes. Et cette flotte Black Star va coloniser une nouvelle étoile. Malheureusement, il y a un problème, il y a une séparation d'un vaisseau avec le reste. Et donc voilà, c'est Imamu. Donc elle prend des noms aussi de la culture africaine qui... Et là, on voit l'ISS. Et toutes ces images, en fait, sont reversées dans un imaginaire afrofuturiste qui reprend un discours pseudo-scientifique, mais aussi qui rejoue la relation à la technologie dans un autre espace qui, lui, est politique, puisqu'il s'agit de faire non pas la conquête spatiale américaine, mais africaine, à partir du Kenya. Et à partir de là, va se développer donc toute une histoire où les personnages vont aussi avoir des relations interespèces avec des individus rencontrés dans l'espace, et donc poser des questions sur la survie en fait de la colonie spatiale avec les extraterrestres.
Elle avait aussi fait un documentaire fiction de la même manière sur Sun Ra. Et par ailleurs, elle fait des sculptures et des très minimalistes, hein, donc pas forcément narratives. Donc cette idée de la transformation par le pouvoir de la science-fiction est inspirée aussi par un imaginaire cybernétique que Donna Haraway notamment développe dans ce livre Modest Witness at Second Millennium Female Man _meets _ Mouse, donc qui est le titre d'un document en fait qu'on a sur nos ordinateurs et qui est aussi un titre qui est une adresse, hein, le hat, le témoin modeste qui rencontre la souris OGM, OncoMouse, qui doit normalement servir à guérir par ses expériences le cancer. On sait par ailleurs que Donna Haraway s'intéresse beaucoup à la communication avec son chien, Cannelle. Oui, je ne sais plus si elle s'appelle Cannelle. Qui, hein? J'ai oublié le nom. Oui, elle a un nom comme ça. Et donc, elle questionne à la fois le statut de l'humain, du vivant, et du genre et du cyborg. Donc, ça, dans un texte, il ne faut pas considérer toujours comme entièrement philosophique, mais aussi poétique, hein, qui a une dimension presque lyrique par moment, et qu'il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre ontologique, parce que sinon, on peut avoir des vertiges d'incompréhension assez rapidement. Par ailleurs, il y a une autre génération d'artistes plus jeunes, aussi afrodescendants, qui reprennent cette idée de l'hybridation comme Joseph Anjam. Et là, on peut regarder juste un petit passage. C'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle la desktop culture, c'est-à-dire la culture de l'écran d'ordinateur, qui est une nouvelle forme de l'intériorité et de l'individu. Maintenant, les récits autobiographiques, c'est des récits à base de dossiers sur son ordinateur. C'est des manières de documenter aussi sa vie, des images trouvées sur le web, des motifs. Et je vais passer un petit peu pour aller un peu plus vite. Donc, c'est samplé, rythmé, avec un texte qui interroge aussi l'identité et la position du sujet énonciateur, qui a un avatar, hein, là en l'occurrence I am persona, donc je suis à la fois personnage, image, avatar et auteur. Je passe un peu vite. Voilà, par exemple, là en fait elle raconte dans une performance Ilo Lombi comment elle-même devient aussi exploratrice du futur et se transforme en goutte dans un monde, en goutte d'eau, dans un monde où, quand l'être humain y arrive, la pression et la composition de l'atmosphère est telle qu'on se transforme en eau, et donc on devient une part d'un autre organisme vivant qui n'est plus l'enveloppe corporelle. Donc c'est aussi des spéculations. Donc pour terminer, je vais juste donner cette perspective en fait qui n'était pas tant dans mon livre, mais qui était en fait l'horizon après. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a une forme de plot twist, puisque je termine avec le monde numérique, et j'émets l'hypothèse que tout ce que nous faisons sur nos ordinateurs est commandé par une grande IA qui nous fait écrire un livre gigantesque dont nous sommes tous les auteurs et autrices, et qu'en fait nous sommes tous en train de travailler intensément pour sa grande œuvre sans le savoir. Et dans cette fiction, nous sommes tous dans une matrice de création permanente, en fait, d'un grand texte. C'est aussi inspiré d'une phrase de Roland Barthes qui reprenait l'idée d'un linguiste. Souvent, le linguiste chez Roland Barthes, c'est lui-même, mais c'est un personnage fictif qu'il utilise pour se permettre de dire quelque chose. Il disait « Nous ne disons qu'une seule phrase qui commence au début de notre vie et qui finit le jour de notre mort ». Donc c'est un peu l'extension de cette phrase immense qui ne s'arrête jamais et qui vient documenter en fait notre écriture. Et donc dans cet environnement post-humain du Capitalocène et du Chthulucène, we are not post-human, we are compost. Alors bactéries, compost. We are not homo, we are humus. We are Terran, we are earthlings. We are many, we are
indeterminate. Donc l'idée, c'est que revenir en fait par cet autre biais dans l'intermédialité, dans la relation aux médias, nous invite à reconsidérer en fait complètement les paradigmes qui commandaient un petit peu les relations qu'on avait avec la littérature, l'écriture et la création, pour repartir peut-être avec d'autres schémas de pensée, et que l'utilisation des médias, et notamment des essais médiatiques, permettait de remettre en question, de refictionner, de reverser dans d'autres formes, et en sortant de formes déjà un peu trop traditionnellement, ou en tout cas symboliquement, surchargées, de sortir un petit peu et de se redéterminer avec d'autres personnes, avec d'autres pensées, avec d'autres récits aussi, et avec d'autres formes d'imagination, sans les catégoriser en sous-genres, puisque là, en fait, on comprend que dans cet univers-là, eh bien, la science-fiction, c'est le genre maître, en fait, et que tous les autres seraient les sous-genres de la science-fiction. Je vais terminer juste avec cette image amusante qui était une exposition au CCB de Barcelone, de Ciencia Fricción. Donc, ce n'est pas des poulpes, hein, c'est des plantes à l'envers dans des pots. Voilà, donc c'était juste l'idée qu'on pouvait renverser notre perception des choses pour repenser autrement. Merci. Je peux laisser la place avec plaisir. Peut-être qu'on peut avoir un temps d'échange après cette présentation. Merci. Non, mais... Tout le monde est parti dans le Toulousaine. Sinon, on pose des questions. Ouais. Bonjour. Une question sur votre titre, Poet Against the Machine. Ah oui, oui. Oui, c'est Rage Against the Machine, bien sûr. Fuck you, I won't do what you tell me. C'était le refrain de la chanson de Killing in the Name. Alors, c'est une chanson super importante, en fait, qui parle du Ku Klux Klan et des violences policières à Los Angeles en 1984. Donc, oui, alors, bien sûr, Poet Against the Machine, c'est l'idée que on joue avec la machine, comme le type là sur la photo. Alors, c'est une belle image aussi de Paul de Vautour et Yunja du Cercle Ramonage, qui est une fausse... Le Cercle Ramonage, c'est un faux groupe d'artistes créé par Yunja et Paul de Vautour. Et en fait, ils discutent avec Sowana, qui est un logiciel de psychanalyse. Donc là, il est en train de faire sa propre psychanalyse. Et oui, le rap, en fait, c'est évidemment un lieu d'expression contre la machine, qui est aussi une machine sociale. Rage Against the Machine, c'est pas la même machine. Mais c'est pour ça que j'ai sous-titré Histoire technopolitique, parce que les deux vont ensemble, la machine comme élément technologique, comme device, on pourrait dire, comme dispositif, et puis machine sociale aussi, voilà, avec l'idée... Alors c'est un jeu de mots un peu facile, hein, Rage Against the Machine, mais c'est quand même j'ai trouvé que c'était aussi un Killing in the Name of, une chanson qui était très très qu'on n'avait pas assez écouté, je pense, enfin, dont on n'avait pas écouté les paroles assez sérieusement, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et donc aussi je voulais rappeler ce que disait Rage Against the Machine dans les années 90. Voilà. Merci. Merci pour abonder dans ce sens-là, parce que pour moi, c'était... Bon, après la reconnaissance, évidemment, du jeu de mots, il y a une autre question qui se pose là-dedans, pas seulement la machine technologique, sociale et tout ça, mais aussi les questionnements, en fait, des artistes qui doivent se leur poser quand ils travaillent avec des machines. Comment, donc Bob Ostatak, qui est un musicien uniquement numérique ou computationnel américain,
qui retravaille même des bandes enregistrées en live. Il a dit à un moment donné qu'il s'est posé la question « How to bring the body back ?» Comment ça se fait que la musique électronique est aussi ennuyeuse aujourd'hui, elle est tellement avancée qu'elle s'adresse plus qu'à des spécialistes qui savent en fait manipuler les datas qui sont enregistrées ou fabriquées comme ça. Et il n'a pas trouvé, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est ça la question. Mais je suis à la moitié de ton livre, donc je ne sais pas si cette question est posée ou dans quel terme. Si tu peux réagir à ça. Parce que lui, il avait trouvé la solution quand ils font des performances. Il fait des performances avec un animateur sur Scratch, sur bande de pellicule en live. Et ils sont sur scène, donc on les voit. Il y a plein... Ils ne se cachent pas parce qu'il y a quand même l'écran sur lequel ça se passe. Mais eux, ils sont devant, ils font plein de choses. Et dit, bon, ça c'est une solution de montrer en fait le dispositif, de ne pas le cacher, hein, qu'il n'y a pas que la technologie qui est visible, mais ce n'est pas une vraie réponse non plus, quoi. Ouais, alors, ça dépend des voies qu'on prend, parce qu'il y en a qui vont plutôt être dans la pratique conceptuelle et qui ne va pas avoir peut-être pour vocation de mettre le corps en avant. Après, par exemple, moi je connais beaucoup d'artistes qui utilisent des formes numériques ou bien qui vont volontairement utiliser des formes festives pour faire bouger le corps, pour ne pas décorréler en fait la relation, enfin de pas être dualiste dans la relation entre la création littéraire ou du texte et la relation au corps, ce qui est quand même une dichotomie qu'on a beaucoup faite dans la création, de dire voilà, c'est l'esprit qui produit, mais le corps après c'est terminé ou bien c'est décoratif. Et dans la performance, ça fait quand même revenir l'interaction, le public, la réaction, l'effroi parfois, des variétés de sentiments qui ont été peut-être réservés à la scène, mais qui, je pense, peuvent avoir plus de porosité. Et c'est bien qu'ils se posent la question du corps, quoi, aussi, et de comment le faire revenir. Et justement, je pense que c'est là qu'on est contre la machine, c'est qu'on commence à être dans une interaction, de résistance, mais pas de résistance de rejet, mais de négociation, quoi. Pour donner à Haraway, c'est les mêmes questions, comment en fait, parce qu'elle va jusqu'à l'hybridation du corps aussi, donc elle n'hésite pas de montrer en fait des mélanges entre ce qui est à la fois injecté ou pris et qui pourrait être aussi une prothèse. Mais je pense qu'on a tous eu à un moment donné cette expérience de se dire que notre ordinateur ou notre téléphone portable, c'était une extension de notre cerveau. Et à partir de là, c'est fait, quoi. Ça y est. Si on se le dit, c'est... Oui, moi je suis plus troublée que ça par le rapport aux machines. Je trouve pas que c'est fait parce qu'en fait c'est pas soutenable. Ah ben non, mais c'est donc au moment où on le fait, on le dit, oui, ça y est. Ouais, il y a un état de fait, puis il y a aussi se demander qu'est-ce qui devrait être. Et si on se demande qu'est-ce qui devrait être, en fait, on peut pas admettre que ça ait lieu, quoi. Ça me crée un trouble existentiel hyper fort. Oui, ça dépend dans quel environnement on se situe, parce que quand on se retrouve dans un endroit sans réseau, sans électricité, sans rien, tout ça n'a plus aucune valeur. Tout disparaît, quoi. Enfin, moi, je dis toujours, j'aime beaucoup New York, Los Angeles 2013, parce qu'à la fin, le méchant, le Snake Plissken, il débranche l'humanité, il enlève la prise, c'est très drôle. Et tout s'arrête, en fait. S'il n'y a plus d'électricité, tout s'arrête. On est dans une spéculation déjà. C'est pour ça que je parlais de cette IA qui nous faisait écrire, parce que c'est en soi une grande fiction aussi technologique dans laquelle on est déjà avec toute notre connectivité et tout. Donc c'est pour ça que cette extension me paraît... quand on est dedans, moi, en tout cas, ça m'a servi de me dire c'est ma prothèse de cerveau, quoi. Je fais avec en ce moment. Je suis tout le temps à me brancher sur des prises partout, quoi, parce que j'ai mon cordon aussi, quoi, de prothèse.
Mais ça me rapproche d'Haraway et puis d'une espèce de fragilité aussi par rapport au monde technologique. Mais je suis d'accord, c'est pas un état souhaitable tout le temps. Bon, on est quand même dedans, quoi. Ouais, moi je passe mon temps à réfléchir comment en sortir. Ouais. Je suis pas obligée. J'ai pas vu Matrix 3, faudrait peut-être que j'aille le voir. On m'a un peu raconté, mais bon, le principe. Ouais, non, juste, ça me faisait penser à un film que j'adore et qui inverse un peu ce système-là, qui est le film de Park Chan-wook, Je suis un cyborg, dans lequel justement l'héroïne, au moment où elle est poussée elle est totalement poussée à la folie par des circonstances terribles, et elle, en fait, elle s'augmente elle-même sa réalité de manière dans une forme d'imaginaire ou de psychose, mais qui devient réelle, et elle se transforme en cyborg avec un marqueur, avec des trucs, elle se crée des circuits, et c'est très étonnant parce que je trouve que c'est une très très belle image de ce moment où en effet on peut y voir toujours cette espèce de rêve d'augmentation de soi, d'échapper à une réalité oppressante, mais en même temps qui tourne. Donc finalement, elle, on ne peut plus la débrancher parce qu'elle a intégré le truc pour de vrai. Oui, moi aussi, j'ai des imaginaires assez dystopiques du cyborg, de Cronenberg. Bon, c'est pas très plaisant toujours. Mais justement, il y a les science-fiction sont... Enfin, ces science-fiction afro-futuristes ou bien transformatrices sont aussi intéressantes, je pense. Enfin, mais bon. Merci. Je laisse la parole aux artistes.